Pour commencer, je vous propose d'étudier un réseau minimaliste constitué de 2 postes. Cela nous permettra ensuite de construire progressivement des structures de réseau plus élaborées pour aborder ensuite les réseaux Internet. Pour que ces ordinateurs puissent communiquer, une carte réseau doit être installée sur chacun des postes. Désormais, évidemment, les cartes sont directement intégrées dans les cartes mères et ne nécessitent plus d'une installation extérieure comme c'était le cas avant. Ces cartes réseau sont en général appelées des cartes Ethernet, du nom du protocole qui les gère. En plus de ces cartes, nous allons avoir besoin d'un câble de connexion, un câble donc de style catégorie 5, avec une prise RJ45 à chaque bout pour relier donc ces 2 cartes réseau ensemble. Évidemment, les réseaux sont constitués de plus de 2 postes. Là, nous avons en l'occurrence sur ce schéma un réseau avec 3 ordinateurs reliés ensemble. Et pour plus de 2 postes, il est donc nécessaire d'avoir un appareil supplémentaire qui s'appelle un commutateur, qui aura pour fonction de renvoyer l'information d'un poste vers le poste destinataire. Ainsi, si le poste A envoie une information sur le réseau, elle sera réceptionnée par le commutateur, qui ira lire dans l'entête du paquet. On appelle paquet aussi datagramme. Ce sont les informations en fin de compte qui sont envoyées sur le réseau. Et dans chaque datagramme, il y a une entête dans laquelle on peut indiquer des informations complémentaires. Et là, en l'occurrence, celle qui va intéresser le commutateur va être l'adresse du destinataire. Donc le commutateur va lire l'adresse du destinataire dans l'entête du datagramme et rediriger le datagramme vers le poste en question, à savoir le poste C. Pour que les informations soient envoyées vers chacun des postes, il faut qu'ils soient identifiés. Pour identifier un poste sur un réseau, nous utilisons un numéro spécifique qui s'appelle une adresse IP. Il y a 2 types d'adresses IP, les IPv4 et les IPv6. Nous verrons par la suite, à la fin de ce cours, comment fonctionnent les IPv6. Pour l'instant, les plus courantes sont encore les IPv4. Donc 4 comme 4 parties, à savoir 4 octets, séparés par un point. Les 3 premiers octets, comme nous pouvons le voir en haut à gauche, à savoir 192.168.0, donc la partie verte de l'adresse réseau, et la partie fixe est commune à tout le réseau. Nous avons ensuite le dernier octet à droite qui est le numéro du poste qui lui pourra donc varier d'un poste à l'autre. Là en l'occurrence entre le poste A et B et C, nous avons les numéros 10, 11 et 12 qui sont attribués à chacun des postes pour les différencier. Dans la plupart des réseaux, ces adresses IP sont attribuées automatiquement par DHCP, qui est un processus qui attribue à chaque poste une adresse IP unique. Si vous désirez connaître l'adresse IP de votre poste, nous allons vous faire une petite démonstration. Il suffit simplement d'aller dans les programmes et de démarrer une invite de commande. Voilà. Et de taper ipconfig sur un PC. La réponse à notre fonction ipconfig affiche différentes informations très intéressantes à l'écran. Nous pouvons voir ici en l'occurrence l'IPv6 de la liaison locale. Nous en parlerons à la fin de cette leçon de l'IPv6. Vous voyez que c'est une structure plus complexe qui détermine donc une IP, mais cette fois avec 8 doubles octets, qu'on détaillera à la fin de cette leçon. Ensuite, donc, pour ce qui nous intéresse, c'est l'IPv4 de notre poste. En l'occurrence, il s'agit du 192.168.1.30. Donc ça, c'est bien l'IP qui est attribué à notre poste. La plupart des IP sont attribués maintenant d'une manière automatique par un système qui s'appelle DHCP, c'est-à-dire que vous n'avez pas à configurer votre poste pour une IP spécifique. Il suffit simplement, dès que vous vous connectez à un réseau, d'attendre que ce réseau vous attribue une IP qui est disponible. Vous avez en dessous le masque de sous-réseau.
Vous voyez que ce masque de sous-réseau, puisqu'il s'agit ici d'une classe C, nous verrons que la classe C donc a uniquement le dernier octet qui est variable, qui peut être attribué donc aux différents postes. Donc c'est pour ça que les 3 premiers octets sont attribués à 255. C'est ce qui permettra de comparer la partie fixe de l'adresse IP, notamment lorsqu'on enverra une information qui sera destinée à l'extérieur. C'est ce qui permettra de définir si l'adresse du destinataire est incluse dans le réseau ou doit être envoyée vers la passerelle. Et justement, la passerelle, la dernière ligne des informations concerne la passerelle. Ici, la passerelle est attribuée à l'adresse IP 192.168.1.1, qui est donc une adresse IP spécifique d'un ordinateur qui fait partie du réseau, qui permettra par la suite à des informations qui sont destinées à l'extérieur de sortir du réseau. Les postes sont maintenant identifiés par une adresse unique, mais cela ne suffit pas pour qu'ils puissent communiquer entre eux. En effet, pour que les ordinateurs puissent communiquer entre eux, il faut installer dans chacun des postes le même protocole. Le protocole que nous utiliserons est un protocole universel issu d'Internet. Ce protocole s'appelle TCP/IP. Nous verrons dans quelques slides la définition exacte de ce protocole. Et pour définir exactement ce qu'est un protocole, je vous ai préparé une petite métaphore. Dans la partie gauche de cet écran, nous pouvons voir 3 personnes. Celle du haut donc parle français, celle du bas anglais, et donc le dialogue entre ces 2 personnes est impossible. Par contre, sur la gauche, nous avons une personne qui est bilingue, qui parle à la fois français et anglais. Ainsi, donc la personne qui parle anglais pourra converser avec elle, et de même qu'elle pourra aussi converser avec la personne qui parle français. Si nous transposons maintenant ce concept aux ordinateurs, donc dans la partie droite de cet écran, nous avons en haut un ordinateur sur lequel est installé le protocole TCP/IP, celui dont nous parlions donc juste avant, qui est le protocole universel issu d'Internet. Et en bas, nous avons un autre ordinateur sur lequel est installé uniquement un protocole propriétaire qui se nomme, c'est pas la peine de le retenir, mais c'est un protocole différent, c'est ce qu'il faut retenir, IPX-SPX. Donc évidemment, comme pour les personnes tout à l'heure par rapport à la métaphore des langues, ici le dialogue est impossible entre ces 2 ordinateurs, même s'ils sont reliés physiquement entre eux, il faut que le même protocole soit installé, de sorte à ce que les requêtes puissent être interprétées de part et d'autre. À gauche, nous avons un ordinateur B sur lequel sont installés 2 protocoles, le TCP/IP et le protocole propriétaire dont nous parlions, donc l'IPX-SPX. Donc on peut voir donc qu'on peut installer sur un ordinateur plusieurs protocoles, on peut en mettre de nombreux. Le poste B pourra donc dialoguer avec le poste A, puisque le même protocole est installé de part et d'autre, de même que ce même poste B pourra aussi dialoguer avec le poste C, puisqu'il a aussi le protocole propriétaire IPX-SPX. Attardons-nous maintenant sur le protocole qui nous intéresse, à savoir le protocole TCP/IP. Le TCP, qui a en charge le transport et l'ouverture et le contrôle des liaisons entre les 2 ordinateurs. Et l'autre protocole, le protocole IP, dont l'acronyme veut dire Internet Protocol, qui assurera donc l'adressage et le routage des informations, des paquets dont je vous parlais, donc les fameux datagrammes d'un poste à l'autre. Nous pouvons voir que avec ce protocole qui est universel, qui peut donc s'installer sur tout type d'ordinateur, un PC peut très bien communiquer donc avec un Macintosh.